Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous nous regardez sur YouTube, sur notre site internet, sur votre Freebox et peut-être bientôt sur la TNT francilienne. Et comme nous ne pouvons compter ni sur le Père Noël ni sur les milliardaires, soutenez notre campagne de fin d'année en faisant un don sur campagne.lemediatv.fr. Et vous avez été nombreux à le faire et nous vous en remercions chaleureusement. D'ailleurs, grâce à vous, on s'approche des 150 000 €, mais chaque euro compte quand il s'agit de vous délivrer une information libre et indépendante. Alors continuez à être généreux, il vous reste 24 heures. On compte sur vous. Au sommaire de cette édition, en voilà une nouvelle qui peut faire du bien. Le ministre Laurent Nunez admet un dysfonctionnement quant au traitement du suspect français dans les agressions du métro parisien. Il a d'abord été présenté comme étranger irrégulier. Il avait même été sous le coup d'une OQTF. Retour sur les failles de l'administration française. Et hier, de ce dossier, on vous parlait du député PS Philippe Brun qui avait ravi la radio Bolloré Europe 1 en parlant des 10 000 OQTF dangereux. Il n'avait pas alors répondu à nos sollicitations. Il l'a fait aujourd'hui. Droit de réponse dans quelques minutes. Et puis à l'international, vous allez le voir, Donald Trump est sur tous les fronts. Gaza, Venezuela, le milliardaire républicain veut imposer sa vision du monde, quoi qu'il en coûte. C'est parti. C'est rare, ça mérite donc de faire la une de notre flash. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, admet un dysfonctionnement, lequel présentait l'auteur présumé des agressions dans le métro parisien comme un étranger alors qu'il est en réalité français. Pire encore, ça va bien plus loin que ça. L'individu dispose de la nationalité française depuis des années, mais il a tout de même fait un séjour en CRA, centre de rétention administrative, et était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Oui, vous avez bien entendu, obligé de quitter le territoire français alors qu'il est français. Il a d'ailleurs passé 90 jours en CRA et a rencontré plusieurs juges des libertés et de la détention. Aucun d'entre eux n'a manifestement découvert qu'il disposait d'une carte nationale d'identité. Mais alors, comment est-ce possible ? Selon le ministre, c'est parce qu'il n'a jamais excipé de sa qualité de Français. Aucune conclusion hâtive, bien sûr, mais rappelons que l'homme est actuellement en infirmerie psychiatrique. Son état de santé pourrait peut-être expliquer pourquoi il n'a jamais mentionné sa nationalité. Bref, retenons que Laurent Nunez reconnaît un dysfonctionnement. Écoutez-le, il était ce matin sur France Inter. Il n'a jamais excipé de sa qualité de français. Vous dites qu'il n'a jamais dit qu'il était français, mais vos services ont quand même moyen de le savoir. On n'aurait pas dû lui délivrer d'ailleurs d'OQTF. Alors c'est au moment de la perquisition, à son domicile après la triple agression qu'il a commise. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter à nouveau les fonctionnaires de police de la préfecture de police qui, 2 heures après le dernier fait, l'ont interpellé. Et c'est au moment de la perquisition qu'un passeport français a été découvert. Évidemment, immédiatement, on a procédé à des recherches, des vérifications. Et hier, on a effectivement pu confirmer que l'individu était français. Et il y a eu des dysfonctionnements par filiation. J'y viens. Il a été français par filiation. Donc c'est son père qui est français et qui l'a reconnu alors qu'il avait 9 ans. Et donc il s'est vu effectivement délivrer un certificat de nationalité en 2012. À 12 ans, et puis à 18 ans, il a eu effectivement un passeport et une CNI, ce qui n'était pas connu des services. Ouais. Ce qui n'était pas connu des services. Alors, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement ? Mais forcément, à partir du moment où vous traitez un individu comme un étranger en situation irrégulière, où vous le placez en centre de rétention administratif et vous tentez une procédure d'éloignement et qu'en réalité c'est un Français, évidemment qu'il y a eu un dysfonctionnement et je vais regarder dans quelles conditions on a ou pas consulté tout simplement le fichier des personnes qui détiennent une carte nationale d'identité ou un passeport français. Bon, ça fait un peu de bien quand un ministre reconnaît qu'il y a eu défaillance, mais ça arrive trop tard. La machine a été lancée, malheureusement. Il n'en fallait pas plus pour exciter les racistes. Ils se sont fait une joie de parler d'un étranger sous OQTF resté sur le sol français qui agresse des femmes dans le métro. Bah oui, ça collait parfaitement à leur narratif. D'ailleurs, ces identitaires font-ils marche arrière après avoir découvert que l'agresseur présumé est français ? Je vous laisse regarder ce tweet qui apparaît sur votre écran.
Eh bien non, certains vont jusqu'à affirmer, écoutez bien, que le suspect a fait exprès de ne pas dévoiler sa nationalité pour bénéficier d'aide. Oui, c'est bien connu, être en situation irrégulière ouvre de sacrés droits en France. Damien Rieu a une nouvelle fois raté l'occasion de garder le silence. Et il n'y a pas que les identitaires qui ont évoqué le statut administratif du suspect, il y a des socialistes par la voix du député Philippe Brun. Vous en parlez hier justement, il disait sur une radio Bolloré, je le cite, « On laisse en liberté 10 000 étrangers dangereux sous OQTF ». Aux médias, on a bien sûr démonté ce lien entre étrangers et dangerosité. Et à l'heure à laquelle nous enregistrions hier, Philippe Brun n'avait pas donné suite à nos sollicitations. Il l'a finalement fait ce matin et s'est expliqué. Écoutez, selon lui, il a parlé des 10 000 OQTF inscrits au fichier de délinquance sur les 300 000 pour faire comprendre que c'est une minorité et que c'est sur eux que devraient se concentrer les expulsions plutôt que sur les honnêtes gens qui travaillent. Fin du droit de réponse. Des policiers ont braqué leur arme sur un agriculteur qui manifestait dans son tracteur et le ministre de l'Intérieur ne saisira pas l'IGPN. La colère des agriculteurs est toujours vive quant au traitement notamment de la dermatose nodulaire. Et samedi dernier, la coordination rurale manifestait dans le Gers. Il est alors 22h30 quand un agriculteur d'une trentaine d'années déverse du fumier devant les locaux du journal La Dépêche du Midi. À bord de son tracteur, l'agriculteur manœuvre et un policier et 2 CRS pointent alors leurs armes sur lui pour l'arrêter. Il a d'ailleurs passé la nuit en garde à vue. La coordination rurale a alors dénoncé un excès de zèle et annoncé vouloir saisir l'inspection générale de la police nationale. Et ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé qu'il ne saisirait pas l'IGPN. Les policiers se sentant menacés par un mouvement d'un agriculteur qui venait dans leur direction, ils ont effectivement sorti leurs armes, quelques secondes seulement, et dès que la personne a obtempéré, ils ont rangé leurs armes. Écoutez. Et se sentant menacés par un mouvement d'un agriculteur qui venait dans leur direction, ils ont effectivement sorti leurs armes quelques secondes seulement, et dès que la personne a obtempéré, ils ont rangé leurs armes. Voilà, donc c'était un événement qui n'a duré que quelques secondes. Il n'y a pas lieu de le faire ici. Le ministre de l'Intérieur que je suis ne saisira pas l'IGPN dans cette affaire, que les choses soient claires. Et je le rappelle, et je le redis aux policiers, aux gendarmes, et c'est ce qui se passe, le mouvement sera géré avec la même souplesse, le même tact. On l'encadre, on permet que cette expression de cette revendication, on la permet dans le cadre du mouvement agricole, mais il ne peut pas y avoir de débordement et de violence. Laurent Nunez ajoute qu'Aoche, ville dans laquelle l'agriculteur s'est fait interpeller, que je cite, « Pendant plusieurs nuits consécutives, il y a eu des déversements de fumier sur plusieurs bâtiments publics, mais à un moment, il était temps de dire stop, et c'est ce qu'ont fait les policiers ce soir-là. Ils sont intervenus pour empêcher un déversement, tout en rappelant que le contexte de gestion de la crise agricole est d'une extrême souplesse. Souplesse, le ministre de l'Intérieur a bien fait d'utiliser ce terme. C'est justement cela que l'on reproche au gouvernement. Il utilise cette souplesse comme bon lui semble, tantôt souplesse, tantôt violence. Quand les écolos ou les jeunes de quartier reçoivent des LBD et autres grenades, des agriculteurs, souvent de la FNSEA, peuvent installer des barbecues devant l'Assemblée nationale. Peut-être que les autres syndicats agricoles dérangent davantage. On n'en dira pas plus. On vous laisse vous faire votre propre avis. On s'interroge seulement aux médias. Y a-t-il un 2 poids, 2 mesures, monsieur le ministre ? 2 choses. 2 poids, 2 mesures sur les mouvements pour la biodiversité, etc. Quand vous prenez à partie les forces de l'ordre et que vous jetez des projectiles sur les forces de l'ordre, il y a généralement une réponse proportionnée des forces de l'ordre pour ce qui est des mouvements de défense de l'environnement. Elle n'a pas été, notamment à Sainte-Soline, d'après des documents, des vidéos qui sont sortis mais dans des contextes de prise à partie, dans des contextes de prise à partie des forces de l'ordre qui n'ont, vous me le concéderez, rien à voir avec ce qu'on vit avec la crise agricole actuellement et la manifestation des agriculteurs qui est très majoritairement pacifique. Et rappelons la répression policière presque meurtrière à Sainte-Soline le 25 mars 2023 où 2 ans après, Mediapart a révélé de nouvelles vidéos reconfirmant ce qu'on vous a raconté et montré, des violences policières et ordres illégaux pour protéger un chantier de bassine. Il faut
qu'on les tue, a dit un gendarme. Regardez. Dans leur viseur, les humains qui leur font face sont réduits au statut d'animaux qu'ils traquent. Ils se réjouissent constamment des blessures qu'ils infligent. « Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés », dit l'un d'eux. « Un vrai kiff », lui répond son collègue. Cette frénésie de violence grise les gendarmes. L'un d'eux s'exclame que c'est enfin la guerre. « J'ai signé pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça », ajoute-t-il. Et il est vrai que c'était la guerre. De l'autre côté du champ de bataille, les grenades pleuvent. Plus de 5000 en 2 heures d'affrontement, dont un nombre considérable de GM2L, ces horreurs explosives qui mutilent à tour de bras et peuvent tuer. Ce sont des armes de guerre. Tirées à hauteur de visage, elles peuvent arracher une tête. Et justement, à Sainte-Soline, elles sont presque systématiquement envoyées en tir tendu. Un geste évidemment contraire au règlement, mais largement encouragé par le commandement sur place. On vous renvoie d'ailleurs vers le récap de notre camarade Marion Lopez. Ça s'appelle « Répression à Sainte-Soline », l'épreuve d'un carnage d'État. Vous pouvez le regarder, bien évidemment, sur notre site internet. Et Olivier Kahn, professeur en droit pénal, a pointé des problèmes d'indépendance au sein de l'IGPN. C'est ce que rapportent nos confrères de Flagrant Délit. Exception faite de quelques dossiers exceptionnels, seuls les 10% d'affaires traitées par l'IGPN sont menées convenablement sur le plan procédural. Par contre, 90% des affaires sont traitées au niveau local. Si les enquêteurs appartiennent à la même circonscription de sécurité publique que les policiers mis en cause, il s'agit bel et bien de collègues au sens le plus strict du terme, et il est évident que les enquêtes ne pourront être impartiales. Et c'est un article complet à retrouver sur le site de Flagrant Délit. La justice autorise la poursuite des travaux de l'A69. Cette autoroute reliant Toulouse à Castres est vivement contestée. Malgré des années de lutte, des écolos, des locaux, des paysans, une manifestation d'ailleurs durement réprimée, la Cour administrative d'appel de Toulouse a validé aujourd'hui l'autorisation environnementale du chantier de l'autoroute et donc la poursuite des travaux. Les opposants dénoncent la construction d'une route payante pour gagner quelques minutes seulement, passant en pleine biodiversité ou terre agricole. Le tribunal administratif de Toulouse avait pourtant annulé l'autorisation environnementale, c'était au mois de février de l'année dernière. Dans son jugement, que Reporter a pu consulter, le tribunal administratif estime que, je cite, « les bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique sont trop limités pour justifier la construction de l'autoroute ». La Cour administrative d'appel de Toulouse juge aujourd'hui que la construction de cette autoroute et l'élargissement de l'A680 répondent finalement à une raison impérative d'intérêt public majeur et accorde donc les autorisations. Elle estime qu'elles sont légales. C'est ce qui est inscrit dans un communiqué sacré volte-face. Une décision évidemment incompréhensible et décevante, mais prévisible. C'est ce qu'a dit le collectif La Voix est libre en lutte contre le projet. Le collectif a d'ailleurs annoncé se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État pour arrêter un projet qu'il juge, je cite, inutile, destructeur et antisocial. Nous avons depuis des mois suivi cette lutte pour le média, notamment dans le journal des luttes, à retrouver tous les jours, du lundi au vendredi à 13h. On ouvre maintenant la page internationale. Donald Trump a rencontré hier son homologue israélien Benjamin Netanyahou en Floride. L'objectif de la discussion était de préparer la seconde phase du plan de trêve à Gaza. Mais est-il encore possible ? Pour les États-Unis et pour Israël, le premier point clé est le désarmement total du Hamas. Peu de temps avant la rencontre, le mouvement de résistance s'était dit prêt à accepter à la seule condition que l'occupation israélienne se termine. Réponse de Donald Trump. Ce sera terrible pour eux, vraiment terrible. S'ils ne désarment pas, ce sera très dur pour eux. Je ne voudrais pas que cela arrive, mais ils ont conclu un accord de désarmement. Et on ne pourrait pas rejeter la faute sur Israël. Nous sommes d'ailleurs prêts à venir régler cette affaire. Et le deuxième point de ce plan concerne la restitution de la dépouille du dernier otage israélien que Benjamin Netanyahou considère comme une condition indispensable. Le président américain a par ailleurs affirmé, je le cite, « n'être préoccupé par rien de ce que fait Israël », alors même que de nouvelles frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gaza ont fait
3 blessés. Le président américain a par ailleurs annoncé qu'une grâce de Netanyahou dans les affaires judiciaires en Israël était en cours, disant de ces derniers que c'est, écoutez bien, un héros de guerre. On le rappelle, le Premier ministre israélien est accusé de corruption pour des échanges de faveurs politiques et d'influence sur 2 médias israéliens. Et puis sachez aussi qu'Israël va récompenser Donald Trump par un prix de la paix. C'est beau, le retour de la médaille. Et les 2 chefs d'État ont par la suite évoqué leurs inquiétudes persistantes sur une possible reconstruction du programme nucléaire iranien. 6 mois après des frappes américaines et israéliennes contre des sites nucléaires en Iran, Donald Trump a réaffirmé que les États-Unis élimineront tout réarmement iranien. Alors, ce que les 2 dirigeants n'ont pas évoqué, c'est la question du Somaliland. Depuis la reconnaissance par l'État hébreu de ce territoire sécessionniste de la Somalie, les condamnations par la communauté internationale font nombre. Bien que Donald Trump ne se soit dit opposé pour l'instant à une reconnaissance du Somaliland, l'ambassadrice américaine adjointe aux Nations Unies a apporté son soutien à Israël. La diplomate a comparé cette décision à la reconnaissance de nombreux pays membres de l'ONU de l'État palestinien. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont rejeté bien évidemment ce parallèle. L'ambassadeur slovène a expliqué, je le cite, « La Palestine ne fait partie d'aucun État, elle est illégalement occupée » comme l'a rappelé la Cour internationale de justice et bien d'autres. Alors, de nombreux pays voient la prise de position d'Israël sur le Somaliland comme un moyen de diviser le pays, bien sûr, et la région tout entière. Et l'autre raison pour la reconnaissance du Somaliland, c'est la possible utilisation de ce pays comme lieu d'expulsion des Palestiniens par Israël. C'est en tout cas ce que rapportent de nombreux spécialistes. Et le Somaliland est aussi un lieu stratégique pour Israël dans la guerre face aux rebelles Houthis, de par sa proximité au Yémen. Et puis dans sa lancée, le président américain a fait état de la situation au Venezuela. On le rappelle, il accentue la pression pour chasser le président Nicolas Maduro. Il a annoncé avoir frappé une zone de mise à quai pour des bateaux présentés comme impliqués dans le narcotrafic. Cette attaque pourrait être la première frappe terrestre des États-Unis sur le territoire vénézuélien. Et plus tôt dans la journée, les forces américaines ont bombardé un navire, cette fois-ci impliqué, selon eux, selon les Américains, dans des opérations de trafic. 2 personnes sont mortes. Le Yémen, terrain des rivalités régionales, cette fois-ci entre Riyad et Abu Dhabi. L'Arabie saoudite accuse les Émirats de soutenir les séparatistes yéménites et d'attiser le feu dans le pays et a donc détruit des livraisons d'armes émiraties sur un port du Yémen. Les Émirats démentent que la cargaison contenait leurs armes. Rappelons que le Conseil de transition du Sud, soutenu par les Émirats, a pris ces dernières semaines de très larges portions de territoire. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer suite aux frappes saoudiennes. Mais en tout cas, les tensions montent énormément. Riyad a exigé le retrait des forces des Émirats du Yémen sous 24 heures et annonce l'annulation d'un pacte de défense avec Abu Dhabi. Les séparatistes, eux, réclament l'indépendance du sud du Yémen. Le pays, déjà ravagé par un conflit meurtrier, a déclaré l'état d'urgence et voit ces rivalités entre Riyad et Abu Dhabi alimenter une crise qui pourrait encore durer et durer pour les civils. Et de l'autre côté du globe, la Chine poursuit ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Pour sa 2e journée d'exercice militaire, le Parti communiste chinois ne se contente plus de déployer des navires au large des côtes taïwanaises. La Chine a procédé à des tirs de longue portée depuis les côtes chinoises, proches de l'île de Pingtan, au nord de Taïwan. Et à côté de cela, depuis ces dernières 24 heures, environ 130 avions de combat ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan pour voler au sein de l'espace aérien taïwanais. Le chiffre est moins élevé que lors de la précédente incursion, c'était au mois d'octobre de l'année dernière, mais inquiète tout autant. Ces manœuvres militaires surviennent, on le rappelle, après des mois de tension entre la Chine et le Japon autour de la question de Taïwan, mais aussi
et surtout après l'approbation par les États-Unis à la mi-décembre d'un des plus gros contrats d'armement à destination de l'île, et ce depuis 20 ans. Cette instabilité a pour conséquence de retarder ou dérouter certains vols internationaux et devrait impacter environ 800 vols et pas moins de 100 000 passagers aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition de Flash Info. Et comme nous ne pouvons compter ni sur le Père Noël ni sur les milliardaires, soutenez notre campagne de fin d'année en faisant un don sur campagne.lemediatv.fr. Vous avez été très nombreux à le faire et nous vous en remercions chaleureusement. D'ailleurs, grâce à vous, on s'approche des 150 000 €. Mais chaque euro compte quand il s'agit de vous délivrer une information libre et indépendante. Alors continuez à être généreux. Il vous reste 24 heures. On compte sur vous.